Et on reçoit Fatima Ben Omar, membre du collectif La Relève Féministe, et Claire Bourdi, membre du collectif Enfantiste. Je laisse mes invités me rejoindre tranquillement. Bonsoir mesdames, je vous en prie, installez-vous. Voilà, à votre aise, à droite ou à gauche, comme vous le souhaitez. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir mesdames. Alors, je le disais, ce vendredi 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En France, les militantes féministes se mobilisent sur le terrain depuis bientôt une semaine. Samedi 19 novembre dernier a eu lieu à Paris la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles organisée par le collectif Nous Toutes. On rappelle que malgré les mobilisations, il y a eu au moins 100 victimes de féminicide depuis le début de l'année. Alors dans ce cortège, on a pu croiser le collectif, La Relève Féministe, ou encore le collectif Enfantiste, qui dénonce plus particulièrement les violences qui sont faites aux enfants et aux mineurs. Ils sont 160 000 chaque année à subir des violences sexuelles, selon la commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants, qui appelle à changer en profondeur le fonctionnement d'institutions pour construire une culture de la protection. On en parle avec vous, mesdames. Alors, Claire, pourquoi c'est important pour vous de lier la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants avec celles que subissent les femmes ? Merci pour l'invitation aujourd'hui. Et effectivement, le collectif Enfantiste, qui était présent à la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles, tenait à avoir ce cortège pour l'enfance, parce que les violences sexistes et sexuelles concernent également les enfants. Les enfants, les mineurs, sont également victimes du système de domination. Et si on veut en finir avec les violences faites aux femmes, il faut également prendre en charge les violences faites aux enfants, parce que tout est lié, tout est relié. Est-ce que vous voulez dire par là qu'un enfant qui a subi des violences sexuelles a de grandes chances de devenir un adulte victime ou même auteur de violences sexuelles ? Alors, il faut savoir que pour un enfant qui a été victime de violences donc dans son enfance, il y a un tiers d'enfants qui peuvent devenir victimes, un tiers qui peuvent devenir agresseurs et un tiers qui peuvent être résilients. Donc, ça fait quand même 2 tiers des enfants qui ont été maltraités dans leur enfance qui vont se répercuter justement sur ces chiffres de violences faites aux femmes. Est-ce que vous faites aussi ce constat, Fatima Ben Omar? Donc vous êtes plutôt engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Parmi ces femmes, beaucoup étaient déjà victimes enfants. Très clairement, par exemple, si je prends juste le harcèlement de rue, 82% des femmes qui ont subi du harcèlement de rue l'ont subi la première fois alors qu'elles étaient mineures. Et dedans, plus de la moitié avant même l'âge de 15 ans. Et ça remplit vraiment un rôle dans la mise en place de l'ordre social qu'est le patriarcat. C'est-à-dire que quand on est enfant, on apprend un peu les règles du jeu de la société, on commence à apprendre les implicites du patriarcat et on les apprend par le biais de la violence et par le biais du discours. C'est-à-dire que c'est là qu'on va commencer à entendre les discours que c'est aux filles de prendre en charge leur propre protection par un comportement qui est rangé si elles souhaitent ne pas être exposées aux violences masculines. Donc commencent tous les discours sur la culpabilisation, sur le fait de ne pas avoir des comportements de mauvaises filles et de faire attention à quelle heure on sort, avec qui on sort, dans quelle tenue on sort, etc. Et puis il y a l'expérience tout simplement des violences masculines dont on ne parlait pas. L'expression harcèlement de rue, on en parle en France depuis 2014, quand le collectif du même nom s'est créé. Avant, c'était le plus gros secret de polichinelle du monde. Et moi, personne ne m'a prévenu quand j'étais petite qu'à un moment arrivera cette étape où des hommes, des inconnus m'arrêteront dans la rue et qu'il va falloir que je pense des stratégies d'autodéfense. Alors, il y a le harcèlement dans la rue, surtout pour les femmes. Pour les enfants et les mineurs, c'est plutôt le harcèlement à l'école. Et d'ailleurs, vous le rappelez sur votre site, il y a un lien entre le harcèlement à l'école et les violences sexuelles que subissent ces enfants au sein de la famille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Tout à fait. J'ai pu rencontrer une psychologue clinicienne de l'hôpital Trousseau qui prend en charge les mineurs qui font des tentatives de suicide et qui sont donc majoritairement, surtout pour les jeunes filles,
victimes de harcèlement scolaire. Et en fait, ils ont fait le lien avec les violences intrafamiliales. Ce qui se passe, c'est que quand un enfant vit des violences intrafamiliales à la maison, il va reproduire le système à l'école. Et donc, si c'est un enfant qui est dans le silence et qui vit la violence à la maison, il a de fortes chances de subir du harcèlement scolaire puisqu'il va avoir ce comportement où il va se recroqueviller sur lui-même et rester dans le silence. Donc il y a un rapport entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe à la maison. Et c'est aussi véridique pour les personnes, les mineurs qui vont agresser, qui vont harceler. Ça peut aussi être des mineurs qui, à la maison, sont témoins de violences, par exemple de violences au sein du couple. Et donc, ils vont reproduire ce schéma-là à l'école. Donc, la psychologue, vous pouvez me rappeler le nom de cette psychologue qui fait cette corrélation justement entre le harcèlement scolaire et les violences qui sont subies de la famille. Elle indique le chiffre de entre 80 et 90% des cas de harcèlement scolaire, il y a des violences sexuelles derrière. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Alors là, j'ai plus le nom en tête. Oui, non plus. Oui. Mais je pourrais vous le redire après. Si vous êtes intéressé par les travaux, on vous rappellera le nom de cette psychologue. On va maintenant parler de la réponse des pouvoirs publics en matière de lutte contre les violences sexuelles. On va peut-être commencer par celles qui sont faites aux enfants et ensuite celles faites aux femmes. Qu'est-ce que fait les pouvoirs publics ? Quelles sont les actions qu'ils mettent en place justement pour protéger les enfants qui vivent des violences assez spécifiques, des violences sexuelles ? Alors, cette semaine, il y avait un comité interministériel ils se sont réunis justement pour avancer sur la protection des enfants. Et il y a des mesures qui en sont ressorties, comme le retrait de l'autorité parentale dans le cas d'une condamnation d'un parent pour violence sexuelle ou la suspension de l'autorité parentale en cas de mise en examen. Là, par exemple, c'est une mesure qui est effectivement essentielle. On veut dire, un parent qui viole son propre enfant, il est impensable qu'aujourd'hui, en 2022, en France, il puisse encore avoir une autorité parentale sur son enfant. Il faut savoir qu'il y a des agresseurs qui, de leur prison, peuvent encore refuser que leur enfant, qu'ils ont violé, se reconstruise en suivant, par exemple, en suivant une thérapie avec un psychologue. Ils peuvent refuser de leur prison que l'enfant se reconstruise. C'est quand même invraisemblable qu'aujourd'hui, c'est encore le cas. Et cette mesure, elle a été signée le 7 février 2022 par un décret qui n'est toujours pas appliqué. Et on attend qu'elle soit appliquée. Et qu'est-ce qui coince ? Pourquoi c'est toujours pas appliqué ? On ne sait pas. On ne sait pas. On attend. Alors, il y a aussi le casier judiciaire, le renforcement du contrôle des casiers judiciaires sur les professionnels de l'enfance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc c'est aussi dans le même décret, aujourd'hui, vous avez des professionnels de l'enfance qui travaillent avec des enfants et qui peuvent avoir été condamnés pour violences sexuelles. Donc, et nous, alors ce sont des mesures qui sont essentielles, mais qui ne sont toujours pas appliquées depuis février 2022. Et on se demande, les collectifs et les associations se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'agit pas beaucoup plus rapidement. La protection des enfants n'attend pas. Il y a 1 enfant sur 10 victime de violences sexuelles en France, 160 000 par an, 1 enfant violé par heure. Et quel chiffre faut-il pour que le gouvernement agisse en urgence et protège enfin les enfants ? Et qu'est-ce qui fait, alors je peux peut-être vous poser aussi la question à Fatima, qu'est-ce qui fait selon vous obstacle à une prise en charge vraiment active, sérieuse de cette lutte contre les violences faites aux enfants et même d'ailleurs aux femmes? On sait que le gouvernement, Emmanuel Macron a encore inscrit parmi les priorités de son quinquennat l'égalité entre les femmes et les hommes, et que la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes est un pilier de ce combat. Alors ça, c'est beau, c'est des beaux slogans, mais dans les faits, qu'est-ce qui coince? Pourquoi les pouvoirs publics ne sont pas plus fermes? Je pense qu'on baigne. Je vais partir de la phrase du ministre de la Justice, Dupond-Moretti, qui dit qu'il souhaite siffler la fin de la récré, de la libération de la parole des femmes et de la manière dont ça bouscule en fait les institutions. Je pense qu'on baigne dans une idéologie dominante qui est celle de la domination bienveillante et de la domination vertueuse. C'est-à-dire qu'il y a une conviction profondément ancrée que tant que le monde fonctionnera
autour de la question de la domination légitime des parents sur leurs enfants, de la domination légitime du patron sur son salarié, de l'homme sur la femme, eh ben, le monde tournera correctement. Et donc, on a d'énormes dramas dans le débat public, dès qu'il s'agit, par exemple, de faire voter quand même quelque chose qui aujourd'hui nous semble tellement consensuel, le mariage pour tous, etc. À chaque fois qu'on bouscule cet ordre social, on a l'impression, enfin, on nous ressort toujours le discours que il va pleuvoir des grenouilles, ce sera la fin de la civilisation, et que sais-je. Ce débat, on l'a eu au moment où il y a eu la question d'ouvrir le droit de vote des femmes. Après, ça a été sur le droit des femmes à disposer de leur corps, et maintenant, c'est sur la question de la violence. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a vraiment une bataille idéologique, en fait, à mener. Aujourd'hui, là où on en est, c'est qu'on réduit, par exemple, typiquement le débat à renvoyer les femmes à des textes de loi. Ce qui déjà est bizarre parce que de toute manière, même ce qui tombe sous le coup de la loi, il y a 80% de classement sans suite. C'est bien qu'il y a un bug, il y a quelque chose qui coince dans la prise en charge de ça. Et de toute manière, même nous, les organisations qui sont normalement dans le camp du progrès, elles se laissent influencer par ce discours. C'est-à-dire qu'on est vachement dans le discours de « il faut attendre que la justice passe ». Alors même que les organisations du progrès, normalement, elles reconnaissent par exemple qu'il y a une justice de classe. Camarades, je vais vous dire ça comme ça, puisque je suis moi-même une femme de gauche, vous pensez bien que la justice n'est pas beaucoup plus neutre en matière de rapports sociaux de genre qu'en matière de rapports sociaux de classe. Donc il y a une justice de genre qui se retrouve à la fois dans l'institutionnel, dans les représentants du pouvoir et dans l'idéologie dominante, et c'est celle-là qu'on doit combattre. Donc c'est ce qui explique selon vous pourquoi la justice est particulièrement clémente avec les auteurs d'agressions sexuelles envers les femmes. Toutes les enquêtes, par exemple, montrent que dans plus de 90% des cas, les femmes sont de bonne foi. Quand les affaires de viol sont jugées, il n'y a que 10%, c'est complètement l'inverse, 10% des violeurs qui sont condamnés. C'est-à-dire qu'on part du principe que 9 femmes sur 10 qui allaient jusqu'au bout de sa plainte est une mytho. C'est ça. Et on se contente de ça. Monsieur Dupond-Moretti n'interroge pas ça plus que ça en se disant, attends, la thèse qui est soutenue par ce ministère, qui est l'un des rares ministères qui a comme nom une vertu, la justice, il ne se pose pas la question de son bilan en termes de chiffres, est-ce que ça dit sur la société. Et comment elle s'appelle, la docteure Marielle Salmona avait dit qu'un jour, elle avait discuté avec un policier dans un commissariat, lui avait dit, à votre avis, il y a combien de femmes qui mentent quand elles viennent porter plainte pour violence sexuelle, pour violence conjugale? Il lui a dit, je dirais à la louche 40%. Ça nous parle sur le biais qu'il a lui-même au moment où il accueille des femmes, et donc ça dysfonctionne dans toute la chaîne judiciaire, de la manière dont on accueille et dont on croit ou pas la victime, jusqu'à la manière où elle passe devant ses juges. D'ailleurs, dans les affaires de pédocriminalité, on le remarque aussi, on le constate, hélas, la justice est quand même assez souple. Alors des affaires de pédocriminalité, il y en a beaucoup. Récemment, un octogénaire récidiviste a été condamné pour agression sur sa petite fille. Il avait déjà été violent. Il avait déjà agressé sexuellement 2 autres enfants. Il a écopé d'une peine de 3 ans de prison. Claire, vous, comment vous expliquez le fait que cette justice, que certains même disent une justice parlent même d'une justice pro-viol dans le cas des affaires de pédocriminalité? Comment vous l'expliquez? Alors en ce moment, c'est un sujet d'actualité, la justice est en crise. Les états généraux de la justice, dont le rapport a été rendu en juillet 2022, citent noir sur blanc que la justice n'est plus en capacité de remplir son rôle. Dans un pays comme la France, cette information, elle est très grave. Et effectivement, il y a 2 choses. Je pense qu'effectivement, la justice n'a plus la capacité de prendre en charge ces affaires, dont on voit les plaintes augmenter chaque jour. Et deuxièmement, au niveau des violences faites aux enfants, il y a un problème avec la parole de l'enfant et la prise en charge de la parole de l'enfant. L'affaire d'Outreau qui a jeté le discrédit sur la parole de l'enfant. Tout à fait. On peut remarquer dans les courbes que depuis l'affaire Outreau, il y a une baisse dans les condamnations. Avec peut-être une augmentation de la peur. Justement, en fait, l'enfant, on pense que l'enfant est un menteur. Or, surtout dans le cadre de violences sexuelles, un enfant, il y a environ 2 à 5% de fausses dénonciations. Un enfant, avec ses mots,
ne peut pas mentir sur des faits aussi graves. Et le juge Édouard Durand le dit très bien. Croire l'enfant, c'est un principe de précaution. Il faut croire l'enfant pour pouvoir le protéger. Est-ce que la prison, on va parler maintenant des sanctions et des peines qui sont prévues dans le cas d'agression sexuelle à l'encontre des enfants, également des femmes. Alors, je ne sais même pas si on a eu vraiment des cas d'emprisonnement pour des auteurs d'agression sexuelle envers les femmes, mais pour les enfants, on sait que c'est le cas. Est-ce que c'est une réponse qui est efficace, selon vous? Alors, aujourd'hui, c'est pareil, hein, les prisons sont pleines. On peut avoir des pédocriminels qui vont se retrouver avec des voleurs. Enfin, tout est mélangé. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de prise en charge. Or, en ce qui concerne la pédocriminalité, on sait qu'il y a de grands risques de récidive. Il faut réfléchir la peine différemment. Est-ce que la prison est effectivement la bonne condamnation pour des personnes qui violent des enfants? Il y a vraiment une réflexion aussi au niveau du gouvernement à avoir sur les suites données à des agresseurs d'enfants. Parce qu'il y a aussi d'abord toute une phase de prévention. Est-ce qu'il y a une politique préventrice, je bug un petit peu là, préventive, merci, en matière de lutte, de violences faites aux enfants? Est-ce qu'il y a une sensibilisation assez suffisante ou pas du tout? Non, pas du tout. Oui. D'ailleurs, le collectif Nous Toutes avait fait une enquête sur la prévention en milieu scolaire, sur l'éducation à la sexualité et à la vie affective, qui n'est pas du tout donnée aux mineurs. Donc déjà, il y a un manque par rapport à l'éducation des enfants. Et il y a vraiment, on n'a pas de prévention. On est même frileux sur ces sujets. Quand on parle de maltraitance infantile, parce qu'on parle de violence sexuelle, mais il y a aussi énormément de maltraitance physique et psychologique. On a 200 enfants qui sont victimes de maltraitance chaque jour en France. Et là-dessus, on est très frileux dans les écoles à faire de la prévention, de la sensibilisation sur les enfants. Or, les enfants ont des droits et les enfants sont en capacité de comprendre qu'ils ont des droits, qu'ils peuvent se protéger et qu'ils ont les moyens aussi de pouvoir parler, de trouver des adultes référents et de connaître en fait où se situe la violence. Oui, c'est assez paradoxal parce qu'il n'y a pas de prévention quand il s'agit des violences qui sont dirigées contre ces enfants, mais dans les écoles, il y a quand même des ateliers de sensibilisation à la question des violences faites aux femmes. Pour le coup, Fatima Ben Omar, on le voit, toutes ces affiches dans les rues, même des spots publicitaires qui vraiment sensibilisent sur la question des violences faites aux femmes. C'est pas suffisant. Bien évidemment, il y a même eu une hausse des violences, je crois 33% de violences à l'encontre des femmes. Absolument. Déjà, de l'avis même du gouvernement, qu'il a parfaitement reconnu par la voix du ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Donc, son prédécesseur, M. Blanquer, avait caché qu'il y avait eu ce rapport qui montrait que la question des 3 heures d'éducation complète à la sexualité et contre le sexisme n'était absolument pas respectée, donc il devait aller du primaire jusqu'à l'université, enfin avant jusqu'à la fin du lycée, pardon. Donc effectivement, on est loin du compte en termes, parce que déjà les 3 heures par an, c'est pas non plus énorme. Hein. Et donc il n'y a pas cette idée d'en faire une question majeure de citoyenneté. Il y a les questions effectivement de la prise en charge des hommes violents, ça c'est sûr. Je pense que ce serait bien d'aller sur les expérimentations plutôt vertueuses qui ont été faites par un magistrat comme Luc Frémiot, qui, à échelle départementale, avait pensé à un vrai accompagnement des hommes violents, parce que dans la compréhension de la peine et dans le fait de changer les comportements, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, la prison est vue un peu comme des oubliettes ou un purgatoire dans lequel on plonge les personnes problématiques, sachant qu'en plus, elles ont souvent des peines très longues, enfin, elles peuvent avoir des peines très longues normalement pour des faits de viol aggravés, etc. Et en même temps, il y a très peu de condamnations. Et donc, si à un moment on voulait remplir l'objectif que tous les violeurs soient condamnés, c'est-à-dire que l'utopie féministe serait de construire je ne sais combien de plus de prisons, ce qui n'est pas supportable en fait par la société. Donc, l'idée, c'est vraiment d'axer effectivement sur l'éducation, la prévention, afin de ne pas être dans une politique de ramasser les pots cassés des femmes une fois que le mal est
fait qu'il y a un long chemin de reconstruction et donc de faire ce qui marche dans d'autres pays, c'est-à-dire de la compréhension des rapports, pas seulement femmes-hommes par ailleurs, pour ne pas rester restreint à l'hétérosexualité, mais des rapports entre les personnes au-delà des hiérarchies de genre, de classe, de race, etc. C'est quelque chose qui est très très loin d'être ambitieux aujourd'hui. Au contraire, on a des contre-discours qui, sous couvert de wokisme, qui censurent tout débat sur quelles sont les prochaines marches du progrès qu'on devrait faire dans une république, quand même le mot égalité au milieu du fronton. Vous avez parlé donc de prévention, sensibilisation et en premier lieu, et aussi également formation des officiers, des agents de police judiciaire qui reçoivent... Formation initiale et continue de tout le monde. Les policiers, jusqu'à aujourd'hui, ne comprennent pas que des femmes viennent leur parler de ce qu'elles ont subi, de la manière dont elles le font. Si elles sont trop émues, elles perdent toute crédibilité. Si elles sont trop froides et factuelles, on trouve que c'est bizarre pour une victime. En fait, il n'y a pas de profil qu'ils trouvent idéal d'une victime. Et en fait, tout de suite, sa crédibilité est mise en question. Donc, et tout ça, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une femme dissociée. Ils ne savent pas pourquoi c'est tout à fait usuel qu'une femme raconte des horreurs avec un sourire quand elle a subi des violences pendant très longtemps, quand ça a été son quotidien. Et donc, la seule chose, comment ils interprètent la personne qu'ils ont en face d'eux, c'est elle a pas l'air, elle a l'air un peu louche, celle-là. Et alors, en plus, quand ces femmes victimes de violences sexuelles veulent porter plainte, on les oriente vers plutôt une... comment on appelle ça? Le mot m'échappe. C'est pas la plainte. On vous conseille de faire une... De toute façon, il y a une culture de la déqualification. Une main courante, exactement. On les dirige vers la main courante. Il y a une culture de la déqualification. C'est-à-dire que quand c'est un viol, on essaie de dire passe plutôt par agression sexuelle, ça va être plus simple, ça va pas finir aux assises, machin et tout. Quand c'est une agression sexuelle, parfois on confond avec harcèlement sexuel. Et effectivement, plutôt que porter plainte, on nous dit c'est quand même mieux de faire une main courante parce qu'on a envie de se débarrasser des dossiers pour les raisons sans doute de moyens dont a parlé Claire tout à l'heure. Alors, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué que les policiers étaient de plus en plus formés pour accueillir ces plaintes. Il y a même, alors à titre expérimental, dans certains commissariats, il y a vraiment une discrétion dans le dépôt de cette plainte-là, avec un jeu de couleurs, etc., pour pouvoir déterminer le délit, finalement, qui est rapporté aux officiers. Donc, lui, le gouvernement estime qu'il y a une prise en charge quand même beaucoup plus sérieuse. Fatima Ben Omar, est-ce que c'est votre sentiment? En tout cas, dans les commissariats, au niveau du traitement même des plaintes. C'est assez inégal. Ça dépend des commissariats. On en a d'ailleurs à faire des fichiers sur les bons commissariats, vu que vous n'êtes absolument pas obligé d'aller porter plainte dans le commissariat de votre arrondissement ou de votre département. Enfin, vous pouvez porter plainte dans n'importe quel commissariat. Et en plus, comme il y a pas mal de turnover souvent dans les commissariats, enfin, ce fichier est parfois peut être assez vite non actualisé. Donc, c'est assez inégal. Par exemple, l'expérimentation dont il avait parlé sur les 2 queues, c'était à Lyon. Et j'ai eu la maman d'une fille victime de viol il y a pas longtemps au téléphone qui m'a dit voilà, elle a été orientée vers la bonne queue et elle m'a appelée en pleurs en me disant maman, le policier il me croit pas très clairement, il prend même pas les notes de ce que je suis en train de dire. Donc on est encore loin du compte. Ouais, c'est encore très imparfait. Claire Bourdi, vous êtes aussi d'ailleurs membre du collectif Nous Toutes. Donc peut-être que vous pouvez aussi, comme vous le souhaitez, intervenir et également témoigner. Il y a eu le problème donc, du traitement des plaintes des victimes de violences sexuelles à l'endroit des femmes, mais il y a également le coût de la justice et des procédures longues et coûteuses qui dissuadent les victimes de ces violences à aller au bout même de ce dépôt de plainte. Oui, tout à fait. Et pour rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit, il y a quand même une information qui est passée du ministère au commissariat et qui demande à ce que les plaintes les moins graves ou les plus lointaines soient classées sans suite, puisque, comme je disais tout à l'heure, la justice n'a plus la capacité de remplir son rôle. Donc, au-delà des formations, il faut donner les moyens aux commissariats et aux magistrats de pouvoir traiter ces affaires. Et est-ce que vous l'avez expliqué tout à l'heure, hein, le lien entre les violences faites aux femmes et aux enfants, on va parler des moyens d'action qui sont les vôtres au sein de la relève féministe, au sein du collectif enfantiste et même du collectif Nous Toutes. Vous travaillez ensemble. Comment vous arrivez justement à un peu aussi peut-être mutualiser vos efforts pour faire avancer cette lutte ?
Oui, par exemple, à la manifestation, on a suivi le collectif Nous Toutes, et le collectif Nous Toutes nous a invités à prendre la parole pour pouvoir sensibiliser également sur les enfants. Il y a des violences de genre qui sont méconnues encore du féminisme, et nos connaissances dans la lutte contre les violences faites aux enfants, on va aussi les apporter à des collectifs comme le collectif Nous Toutes, et en échangeant en fait nos informations, on peut sensibiliser plus largement. Par exemple, je parle beaucoup de violences vicariantes. Ce sont des violences, c'est l'instrumentalisation de l'enfant par l'agresseur pour détruire la mère. Ce sont des violences de genre. Et on parle aussi de contrôle coercitif. Le contrôle coercitif, c'est le rassemblement des violences au sein du couple, c'est-à-dire physiques, psychologiques, économiques, sexuelles et vicariantes. Et en fait, tant qu'on n'aura pas une prise en charge globale des violences au sein du couple et des violences intrafamiliales, parce que quand il y a des enfants, dans les violences conjugales, l'enfant est victime. Aujourd'hui, les affaires ne sont pas traitées, elles sont traitées différemment. D'un côté, il y a les violences conjugales, d'un côté, il y a les violences faites aux enfants. Or, dans le contrôle coercitif, donc dans les violences intrafamiliales, la mère et l'enfant sont liés dans le même système de violence et dans des mécanismes similaires. Et tant qu'on n'a pas cette prise en charge globale, on ne va pas comprendre ce qui se passe. Et comme tout est lié, quand vous allez au commissariat, que vous allez déposer une plainte pour violence au sein du couple, vous n'avez pas le droit de dire en fait toute l'instrumentalisation et le chantage qui sont liés à l'enfant. Or, on ne peut pas dissocier en fait la mère et l'enfant et ce chantage qui est fait quotidiennement dans le foyer. Et qu'est-ce que vous faites pour que ça change justement, pour qu'il y ait une prise en compte de cette approche globale que vous venez de décrire? Alors, pour l'instant, on essaie de sensibiliser. Oui. On essaie de sensibiliser la société. Le collectif enfantiste est très porté sur la sensibilisation de la société et sur le réveil de la société. Parce que en ce qui concerne les violences faites aux enfants, la société n'est pas réveillée. C'est-à-dire, et je vais encore citer le juge Édouard Durand, qui a dit à l'antenne de France Inter cette semaine que les violences, on le sait aujourd'hui, on sait l'ampleur des violences sexuelles faites aux enfants, mais on ne bouge pas. Il n'y a pas vraiment de réveil. Et il va falloir réveiller cette société. Parce que les violences faites aux enfants font encore partie de la sphère du privé, comme les violences faites aux femmes il y a de nombreuses années. Et il va falloir sortir les violences faites aux enfants pour les placer dans la sphère du public et qu'on puisse prendre en charge. Mais pour ça, il faut un réveil de la société. Parce que tant qu'on n'a pas de réveil de la société, le gouvernement ne va pas avoir la volonté politique d'agir beaucoup plus rapidement et en adéquation avec l'ampleur des violences. Donc il faudrait un mouvement dans le style de MeToo pour que les choses puissent changer pour les enfants. MeToo Inceste existe déjà. MeToo ASE également. MeToo ASE, MeToo Animation. En fait, des MeToo pour les enfants, il y en a. La présidente de l'Assemblée nationale a parlé d'un MeToo enfance. Il y a déjà un MeToo enfance. On a un MeToo inceste, on a un MeToo animation, on a un MeToo ASE. Mais combien de MeToo il faut ? Combien de MeToo il faut pour que le gouvernement agisse? Les associations le dénoncent depuis de nombreuses années. Avant, il n'y avait pas de mouvement militant pour les enfants. Il y a des militants en France pour les droits de l'enfant qui sont très éparpillés, mais il n'y a pas de gros mouvements, comme les mouvements pour le féminisme, pour l'écologisme, pour le mouvement anti-racisme. On a des gros mouvements comme ça, on a un réveil social en France. Pourquoi il n'y a pas de mouvement pour les enfants? Les enfants, dans cette société, sont vraiment invisibilisés. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de mouvement. Et il était vraiment temps qu'on crée, et il y a beaucoup de demandes, je peux vous le dire, depuis qu'on a créé le collectif enfantiste, il y a énormément de personnes qui viennent vers nous. Il y a une forte demande, et on voit qu'il y a des besoins et une envie vraiment de visibiliser ces violences et d'arrêter avec le déni, en fait. Il y a un vrai déni. Fatima Ben Omar, au sein de
la relève féministe? Quelles sont les actions que vous entreprenez? Est-ce vous avez une vision qui est peut-être différente d'autres associations? Qu'est-ce qui, selon vous, fonctionne moins bien en matière de lutte contre les violences faites aux femmes? La relève féministe, c'est très jeune. C'est vraiment un collectif qui s'est créé très, très récemment suite aux affaires de violences sexistes et sexuelles liées à des partis politiques, avec un texte qui était plutôt avec un ton pamphlétaire qui est « allez hop, on prend la relève », mais qui n'attendait pas de suite en tant que tel. Donc, mais je pense que en fait, les convergences, c'est que même MeToo portait déjà la question de l'enfant. C'est-à-dire que ce soit l'affaire Matzneff, que ce soit l'affaire Adèle Haenel, ou Vanessa Springora ont attendu d'être grandes pour pouvoir enfin prendre la parole sur ce qui crevait les yeux quand même. Matzneff, on peut même pas dire qu'il se cachait. Il écrit, son œuvre, c'est un procès verbal. Donc il y a eu une prise de conscience. L'affaire Polanski aussi. C'est-à-dire que là, c'est un peu plus compliqué de dire qu'à 13 ans et demi, ça va, on n'est pas une gosse. Donc il y a eu des prises de conscience plutôt par la porte d'entrée des violences faites aux femmes, mais encore une fois, il faut vraiment remercier et féliciter Claire parce qu'elle s'attaque à un dos qui oppose beaucoup de résistance dans la société, encore plus que sur les violences faites aux femmes, je pense, et c'est important de le souligner. Donc, et en fait, les résistances qu'on a dans la société, c'est par exemple le fait de reprocher à MeToo, etc., de tout mélanger, de mettre sur le même terrain le harcèlement de rue, par exemple, et les viols, etc. Et nous, ce qu'on essaie vraiment de dire, c'est qu'il y a une pyramide des violences. Effectivement, tout en haut, on peut dire qu'il y a les féminicides, les viols aggravés, etc. Et en bas, il y a les violences que l'on pense bénignes, qui remplissent vraiment un rôle d'accoutumance à la violence dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que dès qu'on est mineur, on est confronté au sexisme ordinaire, on va être confronté à de la violence à l'école, etc. Et on apprend en fait à juste l'intégrer et à le gérer. Et c'est parce qu'on apprend à raser les murs, à ne pas répondre aux mecs qui nous agressent parce que sinon ça va envenimer la situation, qu'on apprend à prendre sur soi, que plus tard on apprendra à prendre sur soi dans le cadre du travail. Il y a quand même un tiers des femmes actives en France qui disent avoir été victimes de harcèlement sexuel au travail, qu'on apprend à ne pas répondre au patron, qu'on apprend à ne pas répondre au conjoint. Et donc, il ne faut pas croire qu'au sommet de la pyramide, les violeurs, par exemple, c'est une caricature d'homme inconnu qui va vous choper à la sortie, au milieu de la nuit dans un parking. C'est vraiment des hommes qui se servent de toutes les couches de cette pyramide, de tout ce qu'on a intégré comme règle du jeu pour arriver à ses fins, même parfois par la manipulation, par la violence psychologique, etc. Et donc, oui, tout est lié. Et c'est en n'admettant plus la première base et en la dégageant, en exprimant vraiment politiquement que c'est cette première base qui soutient tout le reste, que tout le reste peut s'effondrer un jour. Donc, il n'y a pas à hiérarchiser entre ce qui se passe en bas de la pyramide. C'est l'apprentissage du patriarcat et de sa légitimité. En tout cas, c'est des combats, vous l'avez dit, longs, qui s'inscrivent dans la durée, mais qui, en tout cas, apportent des résultats et des victoires. Il y a eu un rassemblement il y a quelques jours auquel ont assisté mes collègues André Manivit et Justine Laporte. C'était un rassemblement contre les violences obstétricales et gynécologiques. Alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi le fond de l'info, pas le fond de l'info, mais le flash, puisqu'on était revenu longuement sur ce rassemblement, on vous propose de regarder un petit magnéto et on revient tout de suite après. Je suis patiente d'endométriose et donc j'ai un parcours de soins hyper dense. J'ai à peu près 3-4 rendez-vous par semaine depuis bientôt 1 an. Moi je ne suis pas victime du professeur Daraï directement, mais en fait je me sens presque mieux placée pour lutter parce que je connais beaucoup de personnes qui ont été victimes de lui, sachant que la communauté des filles qui sont atteintes d'endométriose ou des autres maladies liées au cycle gynécologique, en fait, toutes les personnes qui sont concernées par cette maladie, on a une communauté de patientes assez soudée parce que le parcours médical il est hyper éprouvant. Ce que je dis souvent, c'est que quand on souffre d'endométriose, on souffre 2 fois. Donc on souffre une première fois des symptômes qui sont systémiques, on a notre système digestif, notre système de douleur, il y a 1 million de problèmes déjà. Et en plus de ça, on souffre du traitement médical. Moi j'espère très très fort un gros niveau de formation, c'est-à-dire on a besoin de se donner les moyens que la déontologie médicale progresse et que le serment d'Hippocrate soit correctement appliqué, que
premièrement, ne pas nuire, que ce soit concrètement appliqué, et ça veut dire pour ça former tout le monde aux questions de consentement, former tout le monde aux questions des enjeux, et bien sûr à la question féministe, mais pour moi elle englobe ces expériences-là. Et il y a des médecins qui ont choisi en fait de se former à ça, et on le voit, et aujourd'hui on peut les retrouver sur l'agenda coopératif Ginenco. C'est des médecins, moi j'en ai quelques-uns, j'ai fini par les sélectionner sur ce critère, qui sont incroyables en fait en termes de consentement, en termes de compréhension de nos expériences de vie, en termes d'écoute de nos besoins spécifiques. Ça veut dire que c'est possible et que c'est qu'une question de formation. Donc c'est ça, je voudrais que ce soit obligatoire, je voudrais que ce ne soit pas au bon vouloir des médecins. Donc on vient d'entendre une victime de violences obstétricales et gynécologiques. Et alors ce rassemblement, donc, c'était pour dénoncer ce type de violence, les VOG comme on les appelle, et également pour dénoncer le professeur Émile Daraille, qui a été mis en cause avec 37 plaintes au pénal contre lui pour violences et viols, dont certains sur mineurs, comme quoi le lien effectivement est assez évident. Et c'est bien acté, ce professeur qui exerçait encore malgré ses nombreuses plaintes, a enfin été suspendu et mis en examen pour violences volontaires sur au moins 32 femmes. Il est également soumis à un contrôle judiciaire avec interdiction de pratiquer des examens gynécologiques en privé. Une vraie victoire pour les victimes de ces violences. Alors comme quoi c'est important d'en parler, comme on le fait là ce soir, et de continuer de lutter. Il aurait fallu cette mobilisation, c'est quand même dingue par rapport... Oui, c'est quand même incroyable, puisqu'il était encore en exercice avant ce rassemblement. C'est assez, vous étiez à ce rassemblement, mesdames ? Non, mais je soutenais bien évidemment. Demain, c'est le 25 novembre, donc la journée internationale en faveur de l'élimination de la violence contre les femmes. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire, mesdames, pour marquer cette journée ? Alors, moi, je travaille dans une université. Donc, nous allons sensibiliser les étudiantes aux violences faites aux femmes. C'est important de sensibiliser la jeunesse. Bien sûr. Et vous, Fatima Benomar, vous avez prévu notamment avec la relève féministe, par exemple ? Je vais participer en fait à la super soirée qui sera organisée par le collectif contre les violences sexuelles et sexistes en politique, et qui va donc remettre des prix ironiques aux personnes qui s'expriment en renforçant la position des agresseurs dans le débat public, notamment par rapport aux hommes politiques mis en cause. On y sera d'ailleurs aux médias. Ma collègue Justine Laporte et André Manivit seront présents. C'est une soirée à laquelle sera notamment, je crois, Alice Coffin et d'autres militantes féministes. Merci infiniment, mesdames, d'avoir pris le temps de parler de ce sujet qui est malheureusement, il nous faudra, pendant de longues années encore, on en parlera. On suit votre actualité sur le collectif Enfantiste, également le collectif Nous Toutes et la relève féministe. Merci, mesdames. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous sommes en pleine campagne, on le répète malheureusement, mais c'est important, c'est comme ça qu'on existe, en pleine campagne de levée de fonds. On compte sur vous, l'objectif c'est au 31 décembre récolter 200 000 € de dons défiscalisables. Et alors continuez à nous soutenir, à partager les posts comme vous le faites, et plus on sera nombreux, plus on sera fort, et plus nous pourrons imposer des discours, également des interventions qu'on entend peu hélas dans les médias mainstream. Le prochain rendez-vous en direct, c'est lundi prochain pour vos programmes habituels, les flashs de 13, 15 et 17h, ainsi que Toujours Debout à 18h30. Très bonne soirée et bon week-end.